Nous discutons avec d'autres pays pour qu'ils collaborent avec nous, pour le maintien de l'ordre dans le détroit. Et je pense que nous obtiendrons une réponse positive. Au 17e jour d'une guerre qu'il avait promis d'emporter en quelques heures, Donald Trump se retrouve à mendier l'aide de ceux qui le avaient humilié. Le détroit d'Ormuz, gauche étroite de 54 km par laquelle transpire un cinquième de l'économie mondiale en pétrole, est devenu le miroir brisé de son aventurisme militaire. Rappelez-vous par exemple, parmi de nombreux cas dans les pays de l'OTAN, nous sommes toujours là pour l'OTAN. Nous les aidons en Ukraine, bien que l'océan nous sépare, et cela ne nous affecte pas, mais nous les avons aidés. Il serait intéressant de voir quel pays ne nous aiderait pas dans une entreprise très modeste, qui consiste simplement à maintenir le détroit ouvert. Le 28 février, les bombardiers américains et les F-35 israéliens décollaient dans la nuit pour frapper l'Iran. Le guide suprême Ali Khamenei périssait dans les premières heures. Washington sonnait la victoire. 17 jours plus tard, le détroit d'Ormuz est bloqué quasi totalement par l'Iran. Le baril de pétrole dépasse les $100 et le président des États-Unis est contraint d'appeler au secours dans une interview au Financial Times. L'organe même qu'il méprise habituellement comme symbole de l'establishment globaliste. L'ironie est cruelle. L'opération qui devait être chirurgicale s'est muée en bourbier géopolitique à ciel ouvert. Nous avons besoin, j'exige que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire, car c'est leur territoire. C'est un endroit où ils peuvent exploiter leur énergie. L'OTAN risque un avenir, je cite, très mauvais si ses membres n'aident pas les États-Unis à rouvrir le détroit d'Ormuz, a déclaré le président américain. S'il n'y a pas de réponse ou si c'est une réponse négative, je pense que ce sera très mauvais pour l'avenir de l'OTAN. A-t-il affirmé. L'OTAN est celui de la sommation, mais la réalité qu'il recouvre est celle de l'aveu. Plusieurs fois et bien avant la première frappe américaine en Iran, le haut commandement militaire américain avait prévenu Donald Trump. Les Iraniens allaient probablement bloquer le détroit d'Ormuz. Il passa outre fort de son instinct. Résultat, ce passage maritime stratégique est à peu près complètement bloqué. La mécanique trompienne est désormais lisible à l'œil nu, incapable d'assumer seul les conséquences d'une guerre mal préparée. Le président américain tente de socialiser l'échec en menaçant l'OTAN de représailles institutionnelles s'il n'est pas secouru. Il transforme sa demande d'aide en injonction impérieuse. Mais que nous obtenions ce soutien ou non, je peux dire ceci, et je le leur ai dit. Nous nous en souviendrons. C'est le paradoxe d'un homme qui, à Davos en janvier encore, accusait les soldats de l'Alliance de n'avoir jamais combattu en Afghanistan. Près de la moitié des 3500 soldats de l'OTAN morts là-bas étaient des alliés. Le Canada y a perdu 158 militaires et le Danemark 44, soit le plus haut ratio par habitant. 2 mois plus tard, après avoir craché sur eux, ils demandent aux armées des mêmes pays alliés d'envoyer leurs soldats pour réparer son erreur. La stratégie iranienne finalement non pas de fermeture, mais de filtrage du passage des pétroliers, eh bien place Trump dans une situation difficile, même si lui dit que tout cela n'est qu'un inconvénient temporaire. La réponse des alliés a valeur de leçons diplomatiques. Le Japon et l'Australie ont fait savoir qu'ils n'envisageaient pas pour l'instant d'envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz, malgré la pression exercée par Donald Trump. La position japonaise est particulièrement cinglante dans sa sobriété. Tokyo ne considère pas la situation actuelle comme une crise et n'enverra pas de navires pour soutenir les États-Unis malgré l'épuisement de ses réserves stratégiques de pétrole.
Pourtant, 95% des exportations pétrolières japonaises proviennent du Moyen-Orient, dont 75 transitent par le détroit d'Ormuz. Tokyo choisit la neutralité commerciale plutôt que la solidarité militaire. C'est un refus poli, mais un refus quand même. Compte tenu de la situation actuelle en Iran, nous n'envisageons pas pour l'instant de lancer une opération de sécurité maritime. Avant tout, il est essentiel de mener des efforts diplomatiques pour apaiser la situation. La France, citée notamment par Donald Trump aux côtés de la Chine, du Japon, du Royaume-Uni, navigue dans des eaux plus ambiguës. Depuis le début de la guerre, Paris a déployé des navires en Méditerranée pour aider ses alliés à se défendre contre les frappes iraniennes, mais pas dans le golfe Persique. Emmanuel Macron a joué sa propre partition. En visite sur le porte-avions Charles de Gaulle, il avait ouvert la porte à des escortes militaires une fois passée la phase la plus chaude du conflit. Parallèlement, Macron a décroché son téléphone. Dimanche, il a publié sur X le compte rendu de son appel avec le président iranien Massoud Pezeshkian, l'exhortant à mettre fin immédiatement aux attaques inacceptables que l'Iran mène contre les pays de la région, qu'elles soient directes ou via des proxies, et réclamant le rétablissement de la liberté de navigation à Hormuz. Le chef de l'État français a également évoqué la possibilité d'une mission internationale, je cite, purement défensive pour escorter les navires marchands, une fois passée, bien sûr, la phase la plus chaude du conflit. Le 9 mars dernier, dans une séquence soigneusement orchestrée, Emmanuel Macron annonçait la préparation d'une opération pour rouvrir progressivement le détroit, une mission défensive déployée selon le président français lorsque les frappes auront cessé. Geste courageux au cours de communication savamment dosée, la question mérite d'être posée. Dans ce même message, Macron a aussi demandé la libération de 2 otages français retenus en Iran depuis plus de 3 ans. Preuve que l'appel mêlait dans un cocktail typiquement élysien la grande diplomatie et les affaires strictement nationales. Paris insiste, ces interventions s'inscrivent dans un, je cite, cadre strictement défensif. Formule élégante pour dire que la France joue les pompiers sans vouloir toucher les flammes. Pendant ce temps, le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé le 12 mars à maintenir la fermeture du détroit. Téhéran a écouté Macron, puis a raccroché. Pendant que se jouent ces tractations diplomatiques, Israël dit avoir visé 7600 cibles en Iran depuis le début de la guerre et 1100 au Liban. Les gardiens de la révolution ont indiqué avoir tiré 700 missiles et 3600 drones contre des cibles israéliennes et américaines. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite interceptent quotidiennement des drones au-dessus de leur territoire. Au Liban, les frappes israéliennes ont fait au moins 826 morts, dont 106 enfants et plus de 800 000 déplacés depuis début mars. Le Hezbollah agit selon les instructions de Téhéran et non de Beyrouth. Mais pour être franc, le Liban n'a pas vraiment fait ce qu'il aurait dû faire pour démanteler le Hezbollah. La guerre frappe aussi l'économie mondiale avec brutalité. Les prix du pétrole ont franchi la barre symbolique des $100 le baril. Devant l'augmentation du prix de l'essence et l'impopularité croissante de cette guerre aux États-Unis, la pression est forte sur Trump pour qu'il crie victoire et arrête tout. Mais comment? En se contentant de dire que les capacités militaires et nucléaires de l'Iran sont largement anéanties. Quel est le plan post-militaire? Y en a-t-il seulement un? C'est là le vide abyssal au cœur de l'opération. On a frappé fort, on a frappé vite sans avoir pensé au lendemain. L'Iran est, je cite, décapité, proclame Trump sur trotte sociale. Mais ces gardiens de la révolution tirent encore.
Ces drones volent encore et son contrôle d'Ormuz tient encore. Pendant ce temps, le secrétaire américain à l'énergie parle de, je cite, souffrance passagère, assurant que la guerre s'achèverait, je cite, dans les prochaines semaines. Les marchés pétroliers, eux, n'y croient plus. L'histoire retiendra peut-être que le détroit le plus stratégique du monde a résisté à la première armée du monde, non par la force, mais par la peur. Celle d'un drone, celle d'un missile anti-navire, celle d'un pétrolier en flammes. Et que face à ces verrous, le président des États-Unis, seul au bord du précipice qu'il a lui-même creusé, s'est retourné vers ses alliés pour demander « Qui vient avec moi ?» La réponse jusqu'ici ressemble à un silence assourdissant.